chopes ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Aïe aïe aïe, ça m'avait manqué ça. Je vais commencer avec une histoire. Bon là on va parler directement. On y va, on part. Ça a fait beaucoup de bruit ces dernières années carrément. C'est carrément digne des fictions hollywoodiennes. Ça a déjà été repris dans des livres, dans des séries, dans des films. Cette histoire, elle a pour héros principal Elizabeth Holmes. Ça vous dit quelque chose? Vous avez entendu parler cette personne? Sur Netflix, non, Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, tu vas voir si ça te... Il y a un avec Sherlock. Hein, non mais de toute façon c'est pas forcément devinette. Je pense que dans le chat il y en a pas mal qui peuvent la voir. Avec Sherlock. Elizabeth, honnêtement, parcours académique brillant. Elle va à Stanford donc en 2002. Non mais on est parti, je te mets dans fond. Stanford, on le sait. Stanford, c'est les fondateurs de Netflix, ils sont passés, les fondateurs de Google. T'as aussi justement Elon Musk. Bon, ça sort quand même des grosses têtes. Elle y va avec un objectif très clair en tête. Elisabeth, elle veut inventer une machine qui en fait va te ponctionner donc quelques gouttes de sang en un temps record, un peu comme le glucomètre pour les diabétiques, justement pour tester ton taux de glucose, j'imagine, de sucre peut-être. Enfin bref. Et en gros, le truc, c'est que ça lui permet de faire un bilan sanguin hyper complet. C'est-à-dire, donc vraiment, comme si tu faisais une prise de sang, ça te permettait de tout tester, donc MST, etc. Bilan intégral en 2-2. Donc c'est fantastique parce que aux États-Unis, faire des tests, etc., c'est très très cher, c'est payant, c'est plusieurs centaines de dollars, parfois des milliers de dollars. Ouais. Du coup, bon, il y a un petit truc, tu vois. Elisabeth, elle se dit, je vais bousculer tout ça. C'est quelqu'un, Elisabeth, qui disrupte. Voilà. On est clairement sur quelqu'un qui est là pour disrupter. Boum, on crée une entreprise, Theranos. Theranos voit donc le jour en 2003. Voilà, petit logo. Elle est partie. Forcément, pour réaliser son rêve, elle a besoin d'argent, d'énormément d'argent. Ça tombe bien, dis-moi. Est-ce qu'elle a fait un appareil pour les coloscopies aussi, qu'elle a fait Theranus, peut-être? Oh non. Aïe, aïe. Ça rigole. Oh là 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 là, il veut sa place de titu. Hein. Il va la chercher. Il est bon. Du coup, je vous disais, elle a besoin de beaucoup de thunes. Et ça tombe bien parce que quand tu parles de disrupter, ça marche auprès des investisseurs. Ils sont totalement conquis par la révolution dans le monde de la médecine. Ils sont prêts à lui donner. Là, on est à peu près... Année 2010, il est encore sur sa blague. Ouais. À chaque fois que je vois Theranos, c'est en fait... Pardon. Et donc du coup, en 2010, donc comme je vous disais, ça a été créé en 2003. 3 ans plus tard, là, 2013, vous savez à peu près à combien c'est valorisé donc sa société, Theranos? Dites un prix. Ça va être hyper random. C'est en milliards. En milliards. C'est du 113 milliards. Combien? 113 milliards. Moi j'ai dit 6 milliards. Non, c'est 113, Marie. Non, mais c'est 113 milliards, Marie. Cyrus? Moi j'étais sur un seul chiffre, en milliards. Et tu combien par exemple? Je sais pas, moi j'étais sur. Mon premier réflexe c'était 3, mais. 13 milliards. C'est 10. C'est 10 qui est à peu près autant que Snapchat à l'époque. Donc une des boîtes les plus valorisées. Elle réussit donc du coup à lever des fonds. Plus de 700 millions de dollars. Elle réussit à choper auprès de financiers du monde entier qui sont en mode putain c'est le projet 2.0. C'est un délire. À partir de ce moment, Elisabeth, honnêtement, ça devient la businesswoman mondiale. Elle fait la couverture de Fortune, de Forbes. Elle est un peu comparée à Steve Jobs. Elle met des petits cols roulés en plus. Donc c'est vraiment la businesswoman 2.0 comme je dis. Elle fait des conférences un peu partout. En 2015, là elle est à côté d'Alibaba. Elle est à côté... Yo, c'est la reprise. Elle est à côté du patron d'Alibaba, Jack Ma. Bonsoir. Et c'est Bill Clinton de dos, si jamais vous vous demandiez. Voilà. À ce moment, la fortune donc virtuelle de Elisabeth, c'est quand même 4,5 milliards de dollars en 2015. Donc c'est la meuf à connaître en 2015. Elle est partie à ses entrées, si tu veux. Donc vraiment, elle semble inarrêtable. La fortune... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais putain, mais attends, ça va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste, je reprécise, la fortune, c'est comme à chaque fois justement que Bezos repasse devant, Elon Musk, etc. Oui. C'est en fonction de la valorisation de ta boîte. Hein. Donc si justement ça... Parce que c'est pas du vrai argent qu'ils ont, c'est des parts d'entreprise. Tout à fait. Sauf que on y vient. Il y a quelqu'un à qui ça semble un peu louche, toute cette histoire, tu vois, qui se dit, oh là là, Elisabeth a pris un peu la conf, là, j'ai l'impression. C'est un journaliste du Wall Street Journal, c'est John Carreyrou. L'antagoniste rentre dans l'histoire. Le John, je peux te dire qu'il n'est pas là du tout pour rigoler. 2 fois, il a gagné le prix Pulitzer. Donc c'est un peu la récompense du journalisme ultime. Donc, quand il dit un truc, le mec rigole zéro. On est toujours en 2015 et
il commence un peu à fouiner, il constate qu'il n'y a aucun papier scientifique, justement, qui sur le fonctionnement de la machine de Theranos. Donc déjà, bon, c'est un peu louche quand même. Personne n'avait jamais vérifié. C'est un peu, c'est la base. Il n'y a eu pas de papiers qui ont été déclarés autour. C'est pas pour autant, justement, elle s'est justifiée, etc. Communauté scientifique trouve que l'innovation, elle est physiquement irréalisable. Donc, mais Elisabeth, de son côté, oublie pas, elle disrupte. Donc, elle est à fond. Et selon lui, les explications d'Elisabeth, ce serait un peu digne d'un enfant de 11 ans. Donc, si tu veux, tu vois, lui, il se dit là. C'est une citation que tu as dit, une enfant de 11 ans? Exactement. C'est vrai? Il a dit exactement ça. Du coup, au cours de son enquête, il se rend compte que les machines promises par Theranos, elles fonctionnent juste pas. En fait, ils ont fait des tests pour les clients, pour les investisseurs, etc., pour le montrer. Du coup, les investisseurs, ils disent, trop bien, on va pouvoir se faire tester le sang en 2-2, boum, clac, j'ai mes résultats. Au début, Elisabeth, ils font comprendre que, justement, les tests, on est encore en phase finale du produit, vous n'allez pas pouvoir les avoir instantanément, mais ce soir. En fait, eux, de leur côté, donc du coup, ils vont faire le test. Ils leur disent, rentrez chez vous, on vous envoie par mail. On les envoie au labo. Eux, ils ont acheté des machines Siemens, tu vois, justement pour faire le test dedans, pour ensuite envoyer par mail les résultats. Il s'avère que du coup, les machines fonctionnaient pas très bien non plus. Donc du coup, il y avait un cancer. Ah non. Tu sais que c'est terrible parce que du coup, ça a permis un peu de temporiser. Mais 2014-2015, Elisabeth, elle commence à être un peu en panique, je pense. Et il y a carrément justement un patient qui avait effectué un test Theranos qui s'était pas fait dépister une maladie cardiovasculaire à cause du résultat en carton, et lui ça aurait pu, c'est pas sûr, mais lui éviter justement une crise cardiaque subie quelques mois plus tard, tu vois. Donc ça commence à être très chaud parce que là c'était juste en full fake. La question justement, c'est comment ce truc a pu monter aussi haut que, comme tu dis, il n'y a pas de papier scientifique, il n'y a rien du tout. Elisabeth, elle est juste en petit col roulé, ça parle à Jack Ma, boum boum, on est dans le business. En fait, elle était tellement dans une spirale de mensonges, etc., qu'elle s'est créé un monde, elle s'est créé son propre monde, quoi, tu vois, où vraiment, elle arrivait même plus, je pense, à démêler le vrai du faux. Il y a des vidéos d'elle où justement, en fait, pour essayer d'être plus crédible et compagnie, elle a, en gros, baissé son ton de voix, justement pour être beaucoup plus calme, beaucoup plus convaincante, etc. Elle parle un peu comme un robot. Je crois qu'on a une vidéo. Mais what happens when you work to change things and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Mais bon, donc ça c'est un des trucs, ça peut arriver de vouloir avoir une voix un peu plus grave pour être convaincant et tout, mais disons qu'Elisabeth, elle a le full package, quoi. C'est-à-dire que de A à Z, donc du coup, elle s'est pris au jeu, je pense, d'être, à un moment, c'était la businesswoman la plus en vogue du monde, quoi. Donc elle s'est dit, je veux juste pas perdre ça. Elle a carrément vendu aux investisseurs, donc du coup, qu'elle avait un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars en 2014. Donc l'investisseur, tu sais, qui a pas son résultat le soir, mais qui dit que bon, il y a 100 millions à l'année, il doit se dire, ok, bon, j'investis quand même. J'aurai le test demain, c'est pas grave. Attends 2 semaines s'il faut. Elle était à 100 000 dollars. Donc Elisabeth était vraiment dans son propre monde. La surveillance des employés, c'était devenu donc du coup maladif, au point justement où quiconque remettait en cause la parole d'Elisabeth, ça se faisait virer directement. Donc il y a eu pendant longtemps justement, elle a un peu fait régner la boîte sous une terreur, et il y a des employés qui ont commencé à parler petit à petit justement, et le journaliste... Un petit groupe WhatsApp. Le journaliste a pu récupérer de plus en plus d'informations. John, donc du coup notre journaliste, il a sorti à un moment son enquête, et là descente aux enfers pour Elisabeth, forcément 100% de sa fortune virtuelle qui a sauté. Elle a tout fait pour que l'enquête ne sorte pas. C'est quand même sorti, ça a fait un drama énorme aux États-Unis parce qu'elle était, comme vous voyez, elle fait la couverture d'absolument tout. Fun fact, le boss du Wall Street Journal, donc le journal qui a accueilli l'article, investisseur. Il avait investi 125 millions de dollars. 125 millions de dollars. Il a revendu ses actions, du coup, 4 euros. Dès que c'était $1. Non. Donc, non, mais c'était. Ce qui montre bien que, les médias ne sont pas, tu vois, Au sujet. Au sujet, mais tu vois, le gars, c'est le patron du Wall Street Journal. Il aurait pu ne pas sortir l'enquête et vendre ses parts. Wall Street Journal, ils ont des convictions, quoi. Oui, voilà. En tout cas, je sais pas si on peut généraliser, mais en tout cas, pour Wall Street Journal. C'est une certaine déontologie. En tout cas, 125 millions, c'était OK. Il s'est dit, j'assume. Donc, il a perdu 125 millions, quoi. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Donc, du coup, 2018. Tout simplement. Purement et simplement. C'est moins 125 millions. Bêtement, 125 millions. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être pu avoir l'info à un moment du journaliste qui était en train de faire l'enquête. C'est pour ça, déontologiquement, s'en sortir pour 2-3 millions, peut-être. Je sais pas. Après, bon, chacun sait. Éthiquement, c'est incroyable, je trouve. Ouais, déontologiquement, c'est assez ouf. Tu vois, t'as un gars dans ta boîte qui fait faire 125 millions. Mais c'est vrai que même si tu vends avant, c'est délit d'initié, etc. Donc, voilà. Il a voulu rester clean, honnêtement.
Félicitations, parce que tout le monde l'aurait pas fait, je pense. Du coup, 2018, la boîte est ferme, 350 salariés qui sont licenciés. Elle a été condamnée du coup à $500 000 d'amende et interdiction de diriger une société pendant 10 ans. Et là, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que demain commence du coup le procès. Ça va durer minimum 3 mois, 12 chefs d'accusation différents, et elle risque 20 ans de prison quand même. Ah ouais. Ils veulent en faire un peu un exemple. Elle avait commencé à être interrogée en 2017, on la voit là, justement répondre aux médias. Bon, elle avait répondu 600 fois dans l'interrogatoire, je ne sais pas, aux questions. Donc, ça va être difficile peut-être pour Elisabeth de s'en sortir, quoi. Là, ça, c'est trop épicé en vrai. Mais... Elle a vraiment fait Stanford, du coup, ou c'était un mytho aussi, ça? Non, elle l'a fait et elle avait le parcours. Mais je crois qu'elle a fait juste 1 an, si je dis pas de bêtises. Elle n'est pas allée au bout. Donc, clac. J'ai Stanford, tu vois. Donc, ensuite, t'es tranquille. Et c'est vrai que donc il y avait Bad Blood, donc le livre. Justement, si jamais vous êtes intéressé par l'histoire, il y a carrément donc un film qui va sortir, une adaptation cinématographique où Elisabeth sera jouée par Jennifer Lawrence dans le rôle principal. Donc, on verra bientôt ça sûrement sur les écrans. Donc, juste avant, Cyrus, t'étais en train de parler anglais. Yes. J'ai fait une transition magnifique avec ma deuxième actu. We're going to speak English, guys. Welcome to the class. Non. Let's go. Déjà, c'est quoi votre niveau d'anglais à peu près, vous ici? Vous parlez bien? Vous vous considérez bilingue? Dégueulasse. Je pense que c'est difficile de se considérer bilingue parce qu'un vrai bilingue, c'est. Enfin, un vrai bilingue, c'est quelqu'un qui. Voilà, oui, non, mais dans le sens, est-ce que vous avez appris l'anglais? Est-ce que ça a été les cours, j'imagine, mais Madame Thomas en 5e. Non, est-ce qu'il y a des trucs à côté, tu vois, genre jeux vidéo? Non, mais les séries, quand tu les sous-titres en anglais, les sous-titres séries américaines ou anglaises sous-titrées. VO, sous-titré VO. VOST, quoi. Voilà. VOST, pas FR. VOSTO. Ah oui. VOSTA. Vosto. EN. Ok. Osten. Mais du coup, toi tu faisais ça, mais c'est pas. Et lire aussi, genre Harry Potter, tu vois, les derniers, je les ai lus en anglais, tu vois, par exemple. Ah, quand même, ouais. Donc déjà, c'est un point plus. Marie, toi, ça a été. Pareil, moi, des études d'anglais. Mais c'est la musique beaucoup de répéter, tu sais, quand t'es enfant en chewing-gum, et puis après des études anglophones à la fac. Ok. En tout cas, il y a une étude justement qui est sortie sur les. Alors une étude, c'est sur 1000 personnes, justement avec une question un peu orientée, mais qui disait que 56% des sondés déclaraient que regarder des séries Netflix en anglais, ils avaient l'impression d'apprendre la langue efficacement, ou au moins d'être au contact de l'anglais, donc de progresser. C'est en France. Hein. Chez les 18-24, c'est encore plus impressionnant. 77% des sondés racontent que ils font beaucoup de progrès en VOSTFR. Je te rejoins un peu. Moi, je regarde comme ça, mais si tu veux vraiment progresser, c'est anglais, sous-titre anglais. C'est là où vraiment tu progresses, mais ça peut être un peu la flemme, donc je comprends et puis ça veut dire aussi faire pause parfois et dire ok, alors ce mot je ne connais pas, aller chercher le mot, revenir sur la série. Ça dit quoi le résultat, Théo? Je suis curieux de voir un peu les gens, comment ils regardent leur série ou film, hein, d'ailleurs. Hein. 21% donc en VF pur, donc des gens qui, soit par plaisir, soit par des fois aussi, non-maîtrise. Ouais, et des fois aussi, t'as pas le temps, tu fais le ménage, tu fais quelque chose, et du coup, tu peux pas lire, et tu comprends pas en anglais ou en d'autres langues, et du coup, tu mets en VF, et voilà. Une personne sur deux qui regarde du coup en VOSTFR. Il y a des gens aussi qui ne regardent pas de série. 9% VO, donc qui doivent quand même avoir un bon niveau. Et VOST aussi, des gens qui regardent dans la langue originale. Donc, perso, moi je trouve que pour apprendre, le mieux, c'est mon opinion, hein, mais VF sous-titré anglais ou sous-titré original, ça te permet d'entendre l'équivalent et comment le traducteur a décidé de sous-titrer une expression qui n'est pas forcément la même. Par exemple, j'en sais rien, moi, mettre ses œufs dans le même panier, ça doit pas se dire de la même façon en anglais. Donc t'as l'expression directement. Plutôt qu'entendre une intonation ou quoi, t'as direct les expressions. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, ça devient, t'as des trucs qui sont naturels. Le problème avec l'anglais, c'est que t'as beaucoup de faux amis aussi, tu vois. Ouais. Non, mais pas même d'expression, etc. Quoi. Non, mais si, clairement, en fonction, je suis d'accord, ça change beaucoup. On parle d'anglais, etc., entre gens bilingues, tout ça. Vous pensez justement en France qu'on est combien sur l'échelle? C'est EF qui fait, c'est un indice en gros, qui classe les pays. Il y a 100 pays au total, donc hors anglophone et en certains pays. Vous pensez qu'en France, on est combien sur 100? 73e. 73e, c'est dur. Je pense qu'on n'est pas très bon, mais c'est aussi. J'abuse. C'est aussi la chance de la francophonie, c'est que la francophonie est tellement large qu'on a peut-être moins besoin que certains pays qui sont isolés. Non, je suis pas trop loin. Trop loin dans l'analyse. On prépare le remplaçant, là, c'est trop. Marie, combien? 52e. On a progressé déjà. Avant, on était 31e. Tous les ans, on grappille des places. On a fait 37, 33, 31 et on est désormais 28e sur ce classement. Voilà, ces dernières années. Donc, c'est connu. Hein. On peut le voir. On n'est pas dans le groupe de tête. On est derrière la Hongrie, Estonie, Kenya. Le truc, c'est quand tu remets sur
sur l'Europe, on est 23e sur 34. Donc, les pays scandinaves, déjà, ils nous mettent mais en Europe, on est catastrophique. Tu vas n'importe où en Europe, tu parles en anglais, on te répond en anglais sans souci. Tu vas en France, à Marseille, tu parles en anglais. I don't speak English. Vraiment, tu vois, il n'y a pas de feinte. Pour tester la théorie, l'Espagne, ils sont combien, genre L'Espagne, mais j'avoue. L'Espagne, ils sont 34 là. Tu vois, la théorie, elle est pas si forte. La théorie est assez connue, en vrai, concernant le français. Pourquoi on n'est pas très bon en langue? Parce que c'est pas que l'anglais, on n'est pas très bon en langue, tu vois. Ouais. Et en réalité, c'est parce que, alors je saurais pas sortir de date et je veux pas dire de conneries et je suis pas historien non plus, mais en gros, il y a eu beaucoup de réformes qui ont fait que on voulait mettre de côté les langues déjà régionales, occitan, provençal, pas trop breton du coup, ils ont continué, mais tu vois, voilà, exactement. Et en fait, mettre aussi de côté toutes les autres langues pour dire, nous, en fait, on veut une même langue, ce sera le français, donc on va tous apprendre le français. Et tu vois, et donc en fait, dans les écoles, l'accent a été mis dessus, alors j'ai pas de date. Et elle est tellement déjà dure à apprendre que... C'est ça. Et du coup, on s'est focus dessus. En fait, ça fait des générations qu'on se focus sur le français. Et contrairement à l'Allemagne, à la Belgique, ou tu vois, la Belgique... Allemagne, ils sont 8e, par exemple. Mais oui, Pays-Bas, ils sont premiers. Les Pays-Bas, c'est abusé. En Allemagne, tu vas n'importe où, tu parles anglais, on te répond anglais, mais genre, c'est propre, c'est fluide, tu vois. Et mais même... en vrai, même un peu l'Italie. L'Italie, tu vas, tu parles anglais, on te répond. Alors attends, parce que j'ai les stats, donc les Belges, vous êtes 9e. Excusez-moi, c'est un tout petit jeu. Les Belges sont forts. Italie, vous voulez Italie Peut-être 17. Italie, c'est fort. Italie, c'est 30. Italie, on les fume. Excusez-moi, les Italiens, mais on est devant. En gros, alors si je dis pas de bêtises, orange, c'est la merde, je crois. Ou c'est jaune. Ça va, PA Orange, c'est vraiment compétences très faibles. Jaune, c'est compétences faibles. Vert, c'est compétences modérées. Donc compétences élevées. Ils sont limitrophes aux États-Unis. Et c'est quand même compliqué. Le Mexique Le Mexique. Le Mexique, c'est aussi lié justement au développement des pays, etc., de l'éducation de la population. Mais voilà, je voulais juste revenir là-dessus et surtout faire un lien où vous voulez... et puis aussi... on peut se faire chaque pays si vous voulez, mais du coup, nous, pour l'instant, on est élevés. Donc voilà, on a eu un petit cap. Il y a aussi un truc qu'on retrouve en France, et je pense que je suis le premier aussi à le faire, tu vois, mais c'est souvent, on se moque des accents beaucoup, tu vois. Beaucoup. Ah ouais, de ouf. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle anglais, le mec, s'il dit pas le mot exactement comme le natif américain l'aurait dit, tu te fais incendier. Non, mais surtout, ou pire, tu le dis exactement comme il faut le dire et tu te fais incendier. Oui, voilà. Et en mode, le mec. Il dit homos. Il parle de homos. Ok, riles. Genre, et du coup, en fait, ça crée un gros souci, c'est que moi, je sais que dans ma situation, tu vois, au niveau orthophonique, l'anglais, c'est plein de choses qui sont impossibles à dire de base pour nous. Genre le TH. Au niveau orthophonique, on ne peut pas le dire. À la base, on ne sait pas le dire, tu vois. C'est trop dur. Du coup, ça s'apprend et tout, donc tu te tapes la honte à faire des vœux, des feux, des machins. Et tu vois, tout le monde qui se fout ta gueule et tout, non, juste, tu parles plus la langue, tu n'oses plus même la parler. À tel point que, par exemple, moi, pour avoir vécu quand même quelques années en Allemagne, moi, je me sentais beaucoup plus à l'aise pour parler allemand quand j'étais entouré que de gens qui ne parlaient pas français. Parce que du coup, Tout à fait d'accord. Mais vraiment, tu vois, j'étais hyper à l'aise quand j'avais que des gens qui étaient allemands, anglais, ce que tu veux, etc. Alors que dès qu'il y avait des Français, je me disais, oula. Là, il est en train et surtout que quand il y a que des étrangers, souvent ils te saucent un peu parce qu'en mode mais trop mignon ton accent. Donc c'est tout l'inverse, tu vois. Et puis surtout, ils sont en mode ils s'en foutent quoi. Mais oui, parce que t'as évidemment ton accent. Je veux dire, un anglais, t'as des Allemands, ils ont déménagé ici, ils avaient 20 ans, aujourd'hui ils en ont 60, ils ont toujours l'accent allemand en fait. Tu vois, et tu le perdras pas, c'est comme ça. Donc j'avoue qu'il y a aussi ce truc des fois où t'oses pas quoi. Soyons tolérants, bordel. Non mais c'est vrai que ça. Et nous en live on le vit souvent. Moi des fois en live je dis un truc, on me reprend, je suis en mode les gars. Moi j'ai un accent de ouf donc ça va, mais je comprends que ça puisse se faire. Je comprends que ça arrive à ceux qui galèrent un peu. Non, mais par rapport à ça, on parlait de lien avec les séries, justement, comment apprendre. Est-ce qu'une série qui a marqué le plus de gens dans le monde entier et qui a permis aux Friends. Ouais. Incroyable à quel point ça a pu toucher des gens. Jürgen Klopp, donc l'entraîneur de Liverpool, il a déclaré à la BBC qu'il avait appris l'anglais en regardant la série. Il y a le coréen RM du groupe BTS aussi qui lui a appris l'anglais en regardant. L'épisode, justement. Ah ouais, il a un épisode. Épisode Friends The Reunion. Ouais. Friends The Reunion. Mais tu vois, moi j'ai un autre réflexe. Voilà, tu te fous de sa gueule. Pas du tout, je rigole parce que c'est mon ami. Quand je le vois pas. Quand on est entre Français, je vais pas faire d'effort sur l'anglais. Parce que je vais partir du principe que pourquoi je vais dire Friends the Reunion, tu vois, c'est relou. Ouais, je suis vais dire d'accord. Friends the Reunion. Non mais je pense que c'est lié à ce qu'a dit Ponce où on fait plus l'effort du coup et on y va juste basique quoi. Mais du coup RM il s'est fait 5 fois les 10 saisons de Friends donc ça a beaucoup aidé. Il y a à Toronto ils ont fait une étude à l'université de Toronto justement sur l'influence de la série qui est tellement importante que justement ça a carrément changé l'anglais courant chez les non natifs.
C'est-à-dire que comme des gens sont développés à différents endroits du monde avec Friends, et typiquement sur plein de petites expressions typiques de Friends, genre des really, so, genre là, en fait, ça a explosé justement parce que les gens ont repris dans les conversations et du coup, comme t'entends, comme on disait, des petites expressions dans ta série, derrière, quand tu dois parler, tu reprends la même et ça s'appelle le Friends Effect. Donc c'est un vrai, c'est un vrai truc justement. Comme quoi, Friends, ça a touché beaucoup de gens et fait apprendre beaucoup de choses. On avait une VF excellente en France. Une VF de fou. Ouais, en vrai, VF de ouf. Français, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, j'avoue, Friends, je regardais juste... sporadiquement, quoi, des fois. Ouais, peut-être tu tombes à la télé et en français seulement. Mais voilà, un peu pour la reprise des actus. Est-ce que vous aviez entendu parler d'Elisabeth Non, moi pas du tout. Pas du tout. Je croyais que c'était la série Netflix. Super actu. Ouais. Très belle histoire. Très bien chantée. Très bien compté en plus. Je suis flatté, ça fait plaisir.